Aux alentours de mes 7 ans, j'ai eu l'immense joie de faire un cauchemar, une nuit d'orage et de me réveiller avec une terreur terrible où d'un seul coup mes bras se rabattent sur moi, je suis bloquée, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire et j'ai une voix horrible qui me hurle dans l'oreille droite, une voix métallique très étrange. On aurait dit une sorte de bête comme dans la série Stranger Things, vraiment. Ça a été la première terreur de nombreuses qui ont suivi. Je commençais déjà à faire certains rêves de connexion avec des entités qui occupaient la maison. Au-delà de ça, j'entendais des bruits de pas à côté de mon lit. J'entendais parfois des chuchotements. Je pense que c'est très très important que les personnes sachent qu'elles peuvent mettre fin à cette expérience-là simplement en le décidant et en calmant l'émotionnel, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Voyage Astral Gaïa Méditation. Je suis Romain Clément et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Léa Lezé qui est médium, thérapeute en énergétique, magnétiseuse depuis très longtemps. Elle va nous parler de tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai le plaisir de l'accueillir pour qu'elle nous parle de paralysie du sommeil, de terreur nocturne. La paralysie du sommeil, je le rappelle, qui est l'un des états de phase. Les états de phase, ça regroupe le rêve lucide, la sortie hors du corps, le voyage astral, aux abords de la veille et du sommeil. Et aujourd'hui, elle va nous parler de ces phénomènes sous le prisme donc de sa médiumnité. Comment elle voit tout ça? Je le rappelle, donc Léa accompagne également de nombreuses personnes. Sur son site Nouvelle Vibration, elle partage justement différentes connaissances à travers des soins qu'elle effectue pour des adultes, des enfants, des animaux, et elle propose également des formations, des conférences sur la médiumnité. Elle va nous parler de tout ça. On accueille tout de suite Léa. Comment vas-tu, Léa? Mais quelle présentation! Merci Je beaucoup vais à très toi. bien, merci beaucoup de m'accueillir, c'est chouette. Et merci vraiment, cette présentation magistrale, quand même. Super, au top. On s'était rencontrés à Mérigny, on a eu l'occasion lors du festival de Philippe, on ne vous demande pas d'y croire, et c'était un Qu'on vrai embrasse plaisir. bien fort. On avait déjà échangé sur les réseaux, on avait parlé de tout ça et c'était vraiment l'occasion de parler davantage de ce que tu avais vécu. Et on avait parlé de faire cette émission. Aujourd'hui, ça y est, c'est parti. C'est une émission axée, comme on le disait, sur la paralysie du sommeil parce que c'est un phénomène que tu as vécu. Paralysie du sommeil et terreur nocturne. Oui, je l'ai surtout vécu sous le prisme de la terreur nocturne. Ça a même été finalement l'une des premières manifestations fortes de ma médiumnité. Et je remarque aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance de ce phénomène qui est très effrayant hein, quand on ne le connaît pas encore ou quand on le vit les premières fois. Il peut rester effrayant très très longtemps, hein, ça a été mon cas, j'en ai eu très peur très longtemps parce que, encore une fois, je l'ai connu vraiment sous le prisme de la terreur nocturne. Donc je trouve important d'aborder ce sujet-là d'une manière plus libre et surtout sous des aspects beaucoup plus détendus. Voilà. Ouais. Comment ça a commencé déjà chez toi? Pour moi, ça a commencé aux alentours de mes 6-7 ans. Alors, je dirais 7 ans, hein, on va couper la poire en deux. Aux alentours de mes 7 ans, j'ai eu l'immense joie de faire un cauchemar une nuit d'orage. Hein, vraiment, on est dans le stéréotype à fond. Et de me réveiller avec une terreur terrible où d'un seul coup, mes bras se rabattent sur moi. Je suis bloquée, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Et j'ai une voix horrible qui me hurle dans l'oreille droite, une voix métallique très étrange. On aurait dit une sorte de bête comme dans la série Stranger Things, vraiment. On aurait vraiment dit ce type de manifestation et ça a été un phénomène extrêmement effrayant pour moi, ouais, c'est clair. Moi j'ai vraiment la sensation que cet épisode-là, c'était une terreur nocturne qui commençait par une paralysie du sommeil. Je sais que tu es spécialiste du sujet, donc vraiment j'en parle avec mon point de vue et mon vécu. Pour moi, la paralysie du sommeil, c'est un état de semi-sommeil qui fait qu'il y a un décalage partiel qui se crée entre le corps astral et le corps physique. Et donc c'est ce qui fait aussi que la conscience n'est plus pleinement maîtresse du corps physique, mais est majoritairement orientée sur le corps astral. C'est cet état, cette phase-là qui permet à des entités extérieures, si tout l'environnement est propice, de pouvoir occuper cet espace, on va dire ce champ vital qui nous caractérise et qui peut prendre possession d'une certaine façon de certaines facultés ou en tout cas, par exemple, de phénomènes auditifs, de phénomènes... Alors quand j'explique que mes bras se sont rabattus sur moi, c'est que cette fois-ci c'est arrivé au niveau de mon corps physique. Mais dans 98% du temps, c'était mon corps astral qui était impacté. Sauf que comme ma conscience était majoritairement orientée sur mon corps astral, étant en léger décalage, j'avais vraiment cette sensation pleine et entière de bouger, de réellement bouger en fait. Je bougeais réellement, mais pas mon corps physique. Par rapport à toutes ces expériences que tu as vécues donc depuis plusieurs années comme ça, est-ce que tu en as parlé dans ton entourage, t'en parlais à ta famille, je sais pas?
Alors, il faut savoir qu'à la base, je ne viens pas du tout d'une famille, de médiums. Je n'ai même pas forcément une famille croyante. Ils sont, ouverts, d'une certaine façon à ces phénomènes et au paranormal, surtout ma mère. Ma mère était très attentive, elle y croyait déjà beaucoup. Mon père était plus réticent au départ, mais les 2 m'ont beaucoup écoutée effectivement. Dans tous les cas, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas passer à côté du phénomène étant donné que parfois je me réveillais avec le corps en état de panique totale et donc je hurlais en me réveillant. Notamment parce que dans les phases de terreur nocturne, je savais qu'il y avait quelqu'un à côté, potentiellement je savais qui c'était, à quoi il ressemblait, pourquoi il était là. Ça arrivait très souvent qu'avant la paralysie du sommeil, donc avant la terreur, je vois des photos de la personne qui venait me contacter. Je voyais aussi des images de comment la personne était décédée. Donc j'avais tout un tas d'informations qui faisaient que je ne vivais pas totalement ce phénomène dans le flou de qu'est-ce qu'il se passe. Je sentais bien qu'il y avait une connexion qui se jouait entre une conscience extérieure à moi-même et ma propre conscience. Donc quand j'en parlais avec mes parents, dès le départ, je leur disais les termes quoi, c'est-à-dire j'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'ai senti ça, et ils m'écoutaient. J'avais la chance d'être écoutée par rapport à ça, même si au départ le phénomène leur était complètement inconnu. Hein. Ma mère, la première chose qu'elle a pensé, c'est que je m'étais réveillée avec une crise d'angoisse. Et d'ailleurs, c'était plutôt rassurant pour moi de poser un terme, même si ce n'était pas forcément le bon. Je comprenais qu'il y avait peut-être une explication à ce que je venais de vivre. J'ai eu la chance que ma mère en discute ouvertement avec une de mes tantes, qui elle-même était médium, mais n'avait jamais osé en parler à qui que ce soit dans la famille. Et donc quand elle a entendu ce que j'avais vécu, et qu'elle a entendu les détails de mon expérience, elle a dit à ma mère mais je crois que ta fille est médium en fait. Donc très tôt, j'ai quand même posé un terme sur ce que j'ai vécu. Je pense que dans l'année qui a suivi les premiers signes de médiumnité. Alors les premiers signes de médiumnité, je pense les avoir toujours connus. Mais Tu ils étais étaient enfant, beaucoup... hein. Oui, j'étais enfant, complètement. Je me souviens encore de certaines expériences vécues dans mon lit à barreaux, hein, pour te dire... Waouh. Ouais. Tu peux en raconter une comme ça ou pas? Bah, il y en a quelques-unes qui sont moins marquantes, quoique. Je commençais déjà à faire certains rêves de connexion avec des entités qui occupaient la maison. Et je me souviens notamment, j'ai encore son visage en tête, hein, je le vois encore, je me souviens d'un monsieur accidenté qui était dans mon rêve, hein, c'était un rêve très réaliste. Et de ce monsieur qui avait pris feu en fait et qui était accidenté devant la maison de mes parents et qui essayait d'entrer dans la maison pour me contacter. Ce monsieur avec les cheveux très très blancs, un regard très particulier, un faciès très particulier. Au-delà de ça, j'entendais des bruits de pas à côté de mon lit. J'entendais parfois des chuchotements, j'avais déjà des manifestations qui se montraient. Les paralysies du sommeil sont vraiment arrivées à partir de mes 7 ans. Pour le coup, ça a été une étape très marquante. Je ne sais pas réellement ce qui a fait que à ce moment-là précisément ça s'est ouvert, parce que c'est souvent l'âge durant lequel ça se ferme, au contraire, où ça a tendance à s'atténuer. Pour ma part, j'ai eu les prémices jusqu'à mes 7 ans, et à partir de 7 ans, ça a été l'avalanche de manifestations étranges, de ressentis qui s'ouvraient de plus en plus, quoi. Ouais. Tu vas nous parler de toute façon aussi tout à l'heure des moyens simples que tu as mis en place, hein, toi, de ton côté, pour mieux appréhender, mieux gérer les terreurs nocturnes, la paralysie du Mm. sommeil. Mais avant toute chose, j'avais une question pour toi, justement. Mhm. En tant que médium, est-ce que selon toi, ce que tu peux capter lors d'une paralysie du sommeil ou d'une terreur nocturne, est-ce que ça va avoir une portée plus significative par rapport à quelqu'un de lambda qui vivrait ce type d'expérience sans forcément avoir ce canal médiumnique suffisamment ouvert? Je m'exprime assez rapidement. Tu sais, il y a des personnes qui vivent des expériences de mort imminente et qui reviennent, qui vont vivre des sorties hors du corps, par exemple. Mais elles reviennent, elles ont des capacités de magnétisme. Et toi, je sais que tu fais du magnétisme aussi. Et certaines personnes, et donc c'est des témoignages qui sont vraiment beaucoup plus rares, disent réussir en sortir du corps à, par exemple, utiliser leur magnétisme sur le corps astral plus ou moins d'une personne qu'elle souhaite aider. Une personne qui peut être dans le coma ou autre, hein, d'accord? Et du coup, je me posais la question, en tant que médium, est-ce que le message est plus direct? Est-ce que c'est plus fluide? C'est difficile à dire parce que moi je suis dans la peau de la médium et je n'ai pas forcément la conscience de comment ça se passe pour quelqu'un d'autre. J'imagine que l'information est plus complète
quand on est médium, dans le sens où l'information n'a pas besoin de forcer pour entrer dans un corps qui n'est pas éveillé ou qui n'est pas préparé à recevoir ce type d'information. J'ai vraiment cette sensation que lorsque l'on est médium, c'est comme si on avait un organe supplémentaire invisible qui permet finalement de recueillir une information assez naturellement. C'est-à-dire c'est comme si j'avais un troisième bras prêt à accueillir, à porter quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'ajoute et qui fait pleinement partie de moi. Donc oui, je pense qu'en tant que médium, il y a une information qui est plus complète, mais j'ai mis quand même un veto par rapport à ce que je suis en train de dire. On est tous pourvus d'un corps qui possiblement peut éveiller un jour ce type de faculté. Donc je pense que ça dépend aussi de la prise du mental. Parce que ce qui fait barrière majoritairement à ce type de phénomène, ça reste le mental. Et selon le caractère de la personne, peut-être que le mental sera bien trop imperméable à ce type de manifestation. Et dans ces cas-là, bon, l'info aura du mal à venir. Peut-être qu'il y aura une paralysie, mais que ça ne donnera pas grand-chose de plus. Peut-être qu'il y aura des phénomènes, mais qui resteront assez succincts, quoi. Ouais, merci. Et est-ce que la paralysie du sommeil, toujours en tant que médium, sous ton prisme, hein, c'est une forme de manifestation d'énergie ou de forces invisibles? Par moments, dans certaines cultures, on parle justement d'une présence parfois démoniaque et tout ça, tu sais, qui vient justement nous paralyser. Bien sûr, là, c'est toujours dans l'esprit de laisser un espace d'ouverture pour que chacun se fasse son avis et du coup d'apporter ta vision des choses. Tout à fait. C'est une très bonne question parce que c'est ce qui nous permet d'aborder la différence entre la paralysie du sommeil et la terreur nocturne, hein, tout simplement. Alors, à mon sens, la paralysie du sommeil et tout ce qui va être induit par cet état-là, cet état, j'ai envie de dire second et premier en même temps, c'est la manifestation d'un mécanisme que j'ai envie d'appeler normal, d'un changement d'état de conscience. C'est-à-dire que lorsque en tout cas dans mon vécu, lorsque je commençais des sorties astrales, il y avait effectivement ces bruits caractéristiques d'hélicoptères ou de battements un peu particuliers, très très bruyants. Je pouvais éventuellement entendre des bruits autour de moi, comme si quelqu'un frappait au marteau dans la pièce d'à côté. Il m'est arrivé ce type de mécanisme, et pour autant, ce que je ressentais dans cet état-là, c'était qu'il s'agissait simplement d'une sorte de mouvement de la conscience. J'ai envie de prendre l'exemple de la voiture. Lorsque l'on entre dans la voiture, on ouvre la portière, on claque la portière, on démarre le moteur, et puis quand on accélère, ça fait un bruit de moteur. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un exemple qui est un petit peu bancal, hein, mais j'ai cette sensation que le véhicule de conscience va vivre comme des mouvements subtils qui vont induire des manifestations auditives, des manifestations parfois visuelles aussi, hein, selon l'état de conscience, mais qui ne vont pas forcément nécessiter une interaction extérieure avec une entité extérieure. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être aidé par une entité extérieure, on peut tout à fait être accompagné par un proche, un guide, quelqu'un qui effectivement va accompagner dans le processus, mais ce n'est pas ça qui va premièrement induire forcément la sortie de corps, ou en tout cas la paralysie du sommeil. Par contre, la terreur nocturne est à mon sens une paralysie qui est toujours accompagnée d'une présence extérieure. Une présence extérieure ou une part de soi. Quand je dis une part de soi, c'est une part de ses peurs qui peuvent semi-matérialiser, en tout cas devenir suffisantes. C'est ça. On les rend tellement vivantes en nous-mêmes et tellement vivantes à l'extérieur de nous-mêmes que ça finit par former une sorte d'égrégore personnel qui peut induire des manifestations pendant ces états un peu seconds. C'est tout à fait possible. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est extérieur? Oui et non, parce que ça se nourrit forcément d'une énergie extérieure à la nôtre, en plus de la nôtre. Pour ma part, les terreurs nocturnes que j'ai vécues ont quasiment exclusivement été induites par des présences extérieures, soit d'entités humaines, soit d'entités non humaines. Voilà. Merci Léa pour ces éclaircissements. Pour assurer les différents auditeurs, les auditrices justement qui vivent ces différents phénomènes qui leur font peur, souvent, bon, j'ai remarqué moi de mon côté, il y a souvent la méconnaissance du phénomène qui vient exacerber ces peurs. Est-ce que tu aurais justement certains outils que tu as utilisés de ton côté justement pour petit à petit te défaire de cette peur qui est émergée lors de ces terreurs nocturnes ou des paralysies du sommeil? Oui, tout à fait. Déjà, ce qu'il est important de signifier, c'est que cette expérience-là, même de paralysie du sommeil, est effrayante parce qu'elle représente une perte de contrôle sur son activité musculaire, et donc ça, c'est très effrayant au départ. La première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est temporaire, que ce n'est pas dangereux, ça ne fait pas mal,
et que dans tous les cas, même si on a l'illusion d'une perte de contrôle, à partir du moment où on en a conscience, on peut le reprendre, ce contrôle-là. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans une paralysie du sommeil, on n'a pas de contrôle sur son corps physique. Par contre, on ne sent pas d'activité extérieure. Il n'y a pas de trouille dans le ventre. On n'a pas de vision, je sais que certaines personnes ont déjà eu ça. Moi, mes perceptions étaient très intériorisées, hein, assez peu imagées. Mais certaines personnes voient des sortes de halos, de fumée noire, des spectres autour d'eux. Donc s'il n'y a pas toutes ces manifestations-là, c'est globalement, il n'y a pas d'esprit autour. Et ça, j'ai mis des années avant de le comprendre. C'est-à-dire que parfois, je me disais que j'étais en train de faire une terreur nocturne, mais en fait, je ne sentais personne autour de moi. Je me disais, mais c'est bizarre, parce que je peux pas contrôler mon corps, là, mais par contre, il y a personne. Que se passe-t-il? Donc ça, c'est une différence majeure. Dans le cas de la paralysie du sommeil simple, je pense que le fait de patienter, ou en tout cas de se demander à soi-même de revenir dans un état d'éveil total, ça peut aider. Voilà, tu le confirmeras ou non. Dans le cas d'une terreur nocturne, ce qui est très important, c'est de ne pas succomber à la peur. C'est facile à dire, c'est très facile à dire. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que ces phénomènes sont à la base une sorte d'échange d'énergie éthérique. Alors j'ai même envie de dire astralo-éthérique, parce qu'il y a une part d'énergie astrale et une part de ce que j'appellerais de matière éthérique. Moi je l'appelle comme ça, mais c'est pas forcément très conventionnel. En tout cas, il y a cet échange-là qui se crée, et c'est même ce désir d'échanger ou de pouvoir vampiriser une certaine quantité de matière éthérique qui fait que l'entité veut entrer en connexion avec nous. Généralement, ce sont des entités, des présences qui ont besoin de cette matière éthérique pour pouvoir subsister dans cette dimension dans laquelle ils sont, parce que ce n'est plus leur dimension d'origine, ils n'ont plus rien à faire là, donc pour subsister, ils doivent se nourrir. Ce qui va générer énormément de matière éthérique, ce sont les émotions, à mon sens. Donc la peur, le rire aussi, hein. Ça me fait beaucoup penser à chaque fois au dessin animé Monstres et compagnie, avec la peur des enfants qui remplit les espèces de jauges d'énergie. C'est un peu la même chose finalement. Donc moins on va succomber à des émotions fortes, moins l'expérience va durer longtemps. L'important, c'est, ok, là j'ai très très peur, la méthode c'est que j'arrête d'avoir peur. C'est quelqu'un d'extérieur, j'ai le droit de lui dire que là il doit partir, qu'il n'a rien à faire dans mon champ vital. Vous êtes maître et maîtresse de votre propre champ vital, c'est-à-dire que personne ne peut vous imposer une présence que vous n'avez pas désirée dans ce type de manifestation. Donc c'est très important d'avoir conscience que vous avez le contrôle, même si l'illusion veut que vous avez l'impression de ne plus l'avoir. Donc dire stop à l'expérience, essayer de calmer cette émotion forte là qui est générée et qui génère beaucoup de mouvements dans l'invisible. Je pense que si on était capable de voir cette expérience là vécue de l'extérieur avec les bons yeux ou les bons appareils, on verrait beaucoup de mouvements dans tous les sens. Donc je pense que c'est très très important que les personnes sachent qu'elles peuvent mettre fin à cette expérience là simplement en le décidant et en calmant l'émotionnel, quoi. Ouais. Effectivement, ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Je partage vraiment cet avis de cultiver le calme dans ces circonstances, même comme tu l'as dit, hein, c'est pas toujours facile. Je pense que ça devient plus facile quand on a entendu parler du phénomène, quand on a commencé à s'informer un peu, parce que la première fois, on est un peu désemparé. Complètement. Et en l'occurrence, c'est vrai que lors de mes formations, des différents stages, je dis systématiquement aux personnes que comme on est aussi dans cette forme d'état hypnotique, au niveau de l'électroencéphalogramme, on remarque justement que cette paralysie du sommeil, par exemple, elle est naturelle. Au moment où il y a ce décalage, toi tu parles de décalage entre les deux corps, et ben on se trouve effectivement entre les deux, entre la veille et le sommeil. Et en l'occurrence, dans ce cas de figure, ce qu'on remarque, effectivement, il y a un bug entre les deux. Et la peur, elle vient renforcer cette paralysie, parce qu'on est dans une forme d'état hypnotique. Donc, quelque chose que j'enseigne régulièrement, c'est de cultiver au contraire le calme, comme si on méditait par exemple, et ça va venir renforcer le calme qu'on est en train de nourrir, et ça va désamorcer la sortie. Là, tu as parlé tout à l'heure justement d'entités qui pouvaient se manifester. J'ai une question qui m'a souvent été posée, est-ce que ça peut pas être justement des fois en réalité des messages d'entités plutôt bienveillantes, et comment le savoir selon toi ? Alors, je n'ai pas eu que des entités malveillantes, hein, parce que même si ça fait peur, ça veut pas forcément dire que c'est malveillant, hein. La peur nous appartient, elle appartient pas au phénomène, même si parfois c'est ce qui est désiré quand même.
Effectivement, il peut y avoir ce phénomène d'apparition bienveillante. Généralement, ça n'est pas du tout le même ressenti. On n'a pas affaire à une entité noirâtre comme parfois ça peut être le cas lors des terreurs. Généralement, on a plutôt affaire à une sorte de spectre un peu blanchâtre avec un ressenti intérieur qui est quand même beaucoup plus libre, beaucoup plus doux. Ce qui est très important dans ces cas-là, c'est de faire confiance à son ressenti premier. Le corps physique comme le corps astral ne trompent pas dans leur réaction. Généralement, lorsque l'on se sent plutôt à l'aise, plutôt bien, c'est qu'il y a quelque chose d'assez tranquille, d'assez bienveillant, comme le désir de passer un message ou de rendre une visite. Ça peut être aussi une visite d'un proche défunt, ou d'un guide ou d'une guide. Lorsqu'il s'agit de terreur nocturne, tout de suite, j'ai remarqué que les différents corps se mettent en état de détresse. C'est comme si, d'un seul coup, se mettaient en place des mécanismes de protection et de mise à l'écart de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a comme cette crispation du corps lorsqu'il se sent en danger. Donc, c'est quand même très caractéristique. Je ne pense pas qu'un être qui viennent nous rendre visite pour transmettre un message doux et bienveillant, viennent nous attraper les poignets, nous hurler dans les oreilles. C'est pas la bonne méthode en tout cas. Je pense qu'il faut revoir la méthode de communication. Donc voilà, je pense que effectivement c'est possible. Tu vas te réveiller. J'ai un truc à dire, c'est super cool. J'adore. Désolé, Non, ouais, je pense que généralement ils savent comment transmettre des messages. Les guides justement veillent à ne pas provoquer d'émotions, j'ai pas envie de dire négatives, mais involutives trop fortes. Ouais. C'est aussi pour ça que parfois ils attendent des années avant de le faire, c'est qu'il faut que la personne soit prête à accueillir le message et l'expérience avec le plus de tranquillité possible. Ouais. C'est vrai que quand j'avais ces perceptions de silhouettes d'ombre quand j'étais enfant, je vivais les paralysies du sommeil. Également, j'ai vécu aussi des terreurs nocturnes. Les paralysies du sommeil, j'ai mis du temps à comprendre effectivement que une ombre, ça veut pas dire... on lui donne tout de suite une connotation négative, comme tu le disais, même si on n'aime pas le terme. Mais bon, pour le coup, c'est le cas. Alors qu'en fait, ça traduit juste tout simplement l'état dans lequel on se trouve d'un point de vue émotionnel vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de l'inconnu, parce qu'il s'agit bien d'inconnu. Et moi, j'ai une petite clé en parallèle à partager aux personnes qui le vivent. Prenez le temps, si vous avez le courage, si vous êtes vaillant, c'est de poser la question tout simplement à cette ombre, qui es-tu et pourquoi es-tu là? Et c'est quelque chose que je fais systématiquement, et depuis que je fais ça, j'ai donné cette clé aux stagiaires, j'ai de magnifiques retours parce que on remarque que cet être, cette ombre se transforme en être bienveillant, souvent un protecteur défunt qui dit je veille sur toi depuis tant d'années, ou alors je suis ton guide et je suis là, j'attendais de te donner des conseils par rapport à ta vie. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est que les personnes qui vivent ces paralysies du sommeil à répétition, d'un seul coup, elles n'en vivent plus. Donc il y a quelque chose qui se passe, qui vient transmuter totalement l'expérience vécue. Eh bah, j'ai envie d'ajouter un élément, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça va peut-être aussi ajouter une corde de compréhension à un phénomène que je vis depuis longtemps, c'est certain même. Et j'aimerais juste rajouter autre chose encore, c'est que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vécu une expérience particulière Alors, je n'ai pas senti l'état de paralysie du sommeil, mais un état de conscience modifié clair. Et je me voyais entrer en contact avec une entité qui était semblable au détraqueur dans Harry Potter. Tu vois, avec cette espèce de cape noire un peu déchirée, très étrange. Et je vois cet être arriver et avec sa bouche m'attraper le cou comme si elle voulait aspirer une énergie vitale ou quelque chose. Et je me souviens la repousser et sentir qu'il y avait une peau humaine, en fait, derrière cette couche de sombre. Et au moment où j'ai touché sa peau, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une femme et était tout simplement en détresse. Et qui, de sa détresse, avait constitué comme une sorte de halo éthérique, astralo-éthérique, très sombre, qui pouvait être extrêmement effrayant. Mais en fait, c'était juste une petite dame, une petite femme derrière qui était terrifiée. Moi, je n'avais pas peur pour le coup, mais elle était terrifiée. Donc, effectivement, l'habit ne fait pas le moine, même dans l'invisible. Tout à fait. Quand on sonde, tu sais, les personnes qui vivent les paralysies du sommeil à répétition, etc., on remarque bien souvent donc, que ces personnes vivent des épisodes de stress plus accrus, de l'anxiété par moment,
Alors c'est Mm. pas une généralité, mais on remarque qu'il y a vraiment un gros pourcentage de personnes qui vivent ce genre de choses, qui sont plus stressées que la moyenne ou qui éventuellement ont vécu des traumatismes. Est-ce que de ton côté, selon toi, hein, ça a commencé par rapport à ce type de déclencheur? Oui, je pense complètement. Pour ma part, j'ai été une enfant qui avait une sainte horreur de l'école, mais bien au-delà de j'ai pas envie d'aller à l'école parce que c'est un peu chiant. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on m'emmenait au casse-pipe, quoi. Bon, c'est exagéré, mais je le ressentais comme ça à l'époque et c'était vraiment terrible. Donc j'étais une enfant très 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 anxieuse. Et effectivement, j'avais déjà vécu des expériences particulières comme j'ai vécu quasi en direct le décès de mon grand-père à mes 4 ans et ça a été le début d'une longue réflexion sur la mort, ce qu'était la mort, je me demandais où il était j'ai écouté certains de tes partages et je sais qu'on partage On a cette ce expérience-là point aussi. commun. Voilà, on a ce point commun. Ça a été un déclencheur à la fois d'un stress quotidien, de devoir aller dans un environnement scolaire qui ne me correspondait pas et qui me faisait peur aussi, mais en même temps d'une réflexion peut-être plus profonde sur la vie qui me mettait en inconfort parce que c'est comme si je n'arrivais pas à me constituer de socle solide sur lequel me reposer par rapport à mon existence elle-même, quoi. Donc, j'ai été une enfant extrêmement anxieuse. Je reste une adulte assez anxieuse, hein, il faut le dire, mais la maîtrise n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'elle l'était à cette époque-là. Et je suis absolument persuadée que cet état d'anxiété génère ces manifestations par le phénomène que moi j'identifie comme étant une charge éthérique surabondante qui fait que on attire aussi les entités qui ont besoin de cette charge éthérique. Ouais. En tout cas pour subsister. Et sur le plan de l'âme, est-ce que selon toi, toutes ces expériences de paralysie du sommeil, de terreur nocturne, elles peuvent être comme des étapes qui sont mises sur notre chemin dans un processus de développement spirituel? Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je ne peux encore une fois parler que par le prisme de ma propre expérience. Mais aujourd'hui, moi, je comprends que ça a été l'étape majeure qui m'a permis de développer ma médiumnité, de la comprendre et de faire, en quelque sorte, mon expertise d'aujourd'hui. C'est-à-dire que par ces phénomènes-là, j'ai connecté avec tellement d'entités différentes, tellement d'énergies différentes, qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir une banque de données de tout ce qui peut exister en termes de nature d'entité qui est assez énorme et que je n'aurais pas eu sans ça. Et j'ai vraiment cette sensation que ça cultive aussi le lien que l'on a avec cet autre côté, avec cette dimension différente, légèrement différente. Oui, ça entretient quelque chose dans le système humain, j'ai envie de dire, qui permet de maintenir le lien, de le renforcer, de renforcer la connexion à l'information subtile, d'en recueillir aussi des enseignements pour notre vie quotidienne. Parce que forcément, ce qu'on vit de l'autre côté, on le ramène avec nous ici. Ça change nos rapports aux gens, ça change notre rapport aussi à quelque chose d'aussi basique, entre guillemets, que le sommeil. Parce que le sommeil qui nous paraît si normal et si insignifiant, entre guillemets, d'un point de vue spirituel, en fait, on se rend compte que c'est vraiment une étape primordiale pour la santé spirituelle, mais de n'importe qui, là, pour le coup. Hein. Je ne parle pas seulement des médiums et des expérienceurs. Je parle de tout être qui s'incarne. Le sommeil est une réserve d'information, d'énergie, une possibilité de concevoir son expérience, de la modeler à sa volonté qui est juste fabuleuse. Comment ces expériences vécues ont renforcé ta connexion spirituelle? Alors, comment ça l'a fait? Je dirais que j'ai eu la sensation d'avoir 2 vies quand j'étais enfant et adolescente. Et j'avais ma vie onirique qui m'apportait tellement d'informations et une telle réalité parallèle que c'est comme si les deux se partageaient la même importance et constituaient 2 pôles d'une même pile, en fait. 2 pôles d'une même planète, d'une même sphère, je sais pas comment le nommer, mais ma vie ne pouvait pas exister sans l'une, mais sans l'autre non plus. C'est-à-dire que le peu de fois où j'ai cessé de ressentir, et ça m'est pas arrivé souvent, hein, que ma médiumnité s'est partiellement éteinte, donc je ne faisais ni paralysie du sommeil, ni quoi que ce soit, j'avais vraiment cette sensation que je n'étais plus que la moitié de moi-même.
Ça renforce le lien à ces phénomènes extrasensoriels, même si, oui, on va dire extrasensoriels. Ça a forcément conditionné mes choix d'adulte, parce que sans ça, je n'en aurais peut-être pas fait un métier. Si je n'avais eu, entre guillemets, que mes perceptions de présence dans une pièce, mes quelques informations, etc., que j'avais au départ, ça aurait, comment dire, assaisonné mon quotidien, mais ça n'aurait pas eu plus de place que ça, peut-être. Tandis que le fait de souffrir même de ces paralysies du sommeil et de vouloir trouver des solutions et des éléments de compréhension de ce que j'étais en train de vivre, ça m'a plongé la tête la première dans un monde nouveau et ça m'a créé une sorte d'identité aussi. C'est-à-dire que Léa Lezé, elle est beaucoup de choses, mais elle est aussi médium et ça c'est une part qu'on ne peut pas enlever. Et j'espère qu'on me l'enlèvera pas. Merci beaucoup en tout cas Léa pour toutes ces informations. Et j'espère que derrière, ça va aider vraiment toutes les personnes qui vivent l'expérience pour voir qu'il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. Et l'idée, c'est vraiment de trouver ce qui peut nous rassurer, trouver les clés qui vont pouvoir nous aider ou comprendre que par moments, c'est comme la vie en fait finalement, on traverse des épreuves qui ne sont pas là pour nous enfoncer, mais des épreuves qui sont là pour nous permettre justement d'évoluer et d'être Tout à fait. entre guillemets plus fort. Hein, ça ne veut pas dire moins sensible, mais à ce niveau-là, voilà, je pense que tu partages le même avis que moi là-dessus. Oui, c'est très important de ne pas se freiner à la première frayeur. Parce que c'est un petit peu le même principe que d'apprendre à faire du vélo. Quand on apprend à faire du vélo, on a peur de tomber. Puis une fois qu'on est tombé, si on reste sur la peur qu'a généré la chute, on n'essaie plus de nouveau. Et on se rend pas compte que le fait d'avoir continué, ça nous permet de faire du vélo et d'aller super loin et de s'amuser, de faire des super balades et peut-être même d'aller au travail plus tard. Enfin bref, c'est un outil qu'on aborde et qu'on appréhende d'abord avec la peur de l'inconnu. Mais c'est ensuite, une fois qu'on a passé ce cap de la peur, qu'on se rend compte qu'on a une pleine maîtrise du phénomène, qu'on peut l'avoir en tout cas, et surtout que ce phénomène-là peut nous nourrir sur bien des aspects, donc je te rejoins complètement là-dessus. Ne surtout pas s'arrêter à la peur du départ, et je pense qu'une fois que cette peur, elle est passée, on en redemande de cette expérience. Ouais. Merci pour cette belle analogie. N'hésitez pas aussi à rajouter des petites roulettes en attendant derrière. Non, vraiment, il n'y a pas de Oui. problème. Hein. Si je vous vois passer avec des roulettes, je vais faire un grand sourire parce que je vais trouver ça très rigolo, mais ne vous inquiétez pas, je vous soutiens dans le processus. Merci Léa. Où est-ce qu'on peut retrouver ton activité? Je sais que tu fais des formations, tu aides justement Oui. les enfants, les adultes, les animaux également. Tout à fait, oui. J'accompagne tout être vivant dans son processus d'incarnation hein, et surtout sous le prisme de la pathologie, de la difficulté, qu'elle soit mentale, physique, émotionnelle ou spirituelle, parce que c'est bien plus courant que ce qu'on imagine. Et au-delà de ces accompagnements, je propose aussi maintenant des initiations. Tout simplement parce que la demande était grandissante de réussir à comprendre et peut-être découvrir cet aspect invisible de notre monde. Donc je propose 3 initiations. Il y en a 2 qui sont accessibles toute l'année en replay, c'est-à-dire que je les ai données en live à un moment donné. Et je les ai trouvées si chouettes à partager avec les participants que j'ai décidé de les laisser en libre accès. Donc elles sont sur mon site. Il y a Medium, qui est une appréhension du contact avec les esprits invisibles et de la médiumnité en elle-même. Et il y a Magnétisme, qui est une toute petite initiation magnétisme. Et bien évidemment, comme je souhaite que ces connaissances soient accessibles au plus grand nombre, peu importe les bourses et les capacités de chacun, j'ai aussi créé un podcast qui s'appelle Ésotérique, avec un Z, et sur lequel je partage le plus de connaissances possible. J'essaie de faire le moins possible de rétention d'informations. Le but, c'est vraiment que je puisse partager au plus grand nombre toutes ces connaissances. C'est disponible sur toutes les plateformes et c'est vraiment devenu une part majeure de mes transmissions. Merci beaucoup Léa pour toutes ces informations. C'est vraiment très riche tout ce que tu proposes. Vous retrouvez tout ça sur le site de Léa, affiché à l'écran, Nouvelle Vibration, ou également dans la description de la vidéo. Pour toutes ces personnes qui s'intéressent à tous ces sujets nocturnes, que ce soit la paralysie du sommeil, la sortie hors du corps, le rêve lucide, j'en profite également pour vous rappeler que j'ai sorti ce livre, Sortir hors du corps, une expérience à votre portée très récemment. Vous y trouverez également quelques clés qui, je l'espère, vous aideront dans votre processus d'évolution, avec ma vision du phénomène, des protocoles, mais également différents témoignages par rapport aux différents bienfaits qu'on peut tirer de l'expérience. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu aurais un mot pour clôturer cette belle émission? Comme dernier mot, j'ai envie de te remercier de ton invitation. Merci beaucoup pour ce moment partagé qui effectivement a été bien attendu de notre côté et qui a été un plaisir pour moi. Bravo pour la sortie de ton ouvrage qui, j'en suis sûre, est vraiment
génial. Et ce que j'aimerais transmettre à ceux et celles qui nous écoutent, c'est vraiment de d'abord soulager la peur de l'inconnu et de l'invisible, parce que c'est ce qui bloque beaucoup de processus. L'invisible, c'est un monde qui est absolument fabuleux et qui peut nous transmettre une multitude d'informations selon bien des moyens, en fait. Il y a effectivement la paralysie du sommeil, mais il y a la médiumnité sous plein d'aspects. Et donc, savoir accueillir l'information, peu importe comment elle vient, et en ayant le cœur tranquille, qu'on ne risque rien dans 99% des cas, c'est selon moi le conseil principal, quoi. Apaisez-vous, l'invisible n'est pas un monde effrayant. C'est un monde qui ne demande qu'à être connu et vous êtes capable de faire connaissance avec lui. Merci beaucoup Léa. Merci À à très toi, bientôt Romain. tout le monde. Portez-vous bien À et à bientôt. très vite.